Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Planète électrique. Pour ce nouvel épisode, nous allons nous pencher sur un des aspects parmi les plus bloquants pour l'adoption de la voiture électrique. La résistance des réseaux de distribution automobile. Bien avant la recharge ou même le prix des automobiles électriques, ce qui bloque énormément de clients, c'est l'opinion des professionnels à qui ils ont fait confiance depuis plus d'un siècle. Dans cette capsule, nous allons voir le point de vue du concessionnaire et comment il pourrait assurer la transition énergétique tout en développant son business de manière à ce que tout le monde soit gagnant. Lui, le constructeur et le client. Et vous verrez que même si on n'a pas inventé la poudre, c'est pas si compliqué que ça. Pour bien comprendre mon propos, il est nécessaire de faire un peu d'histoire encore une fois, mais aussi un peu d'économie. Lorsque l'automobile est née, les transports individuels de masse n'existaient tout simplement pas. Nous étions dans un monde où marcher était la norme. Si nous voulions nous déplacer plus loin, il fallait avoir recours soit à ses pieds, et ça c'est seulement si on avait beaucoup de temps, soit à des services de diligence ou de transport en commun. L'écosystème millénaire de ces modes de transport était composé de relais des postes, de maréchaux ferrants, de fermes et autres auberges étapes. Les constructeurs s'appelaient alors fabricants de charrettes et éleveurs de chevaux. La révolution industrielle a changé tout cela. L'arrivée du train a fortement mis sous pression cet écosystème, qui a dû s'adapter. Diligences et wagons, je parle des chariots de marchandises tirés par des chevaux, ont été remplacés par des voitures et des wagons ferroviaires tirés par des machines à vapeur. Tout ceci est resté plus ou moins en l'état jusque dans les années 1930. Le monde ouvrier souffrait de plus en plus, car les besoins de ces nouvelles technologies demandaient plus de matériaux, plus d'énergie, etc. Si vous avez lu Germinal, vous pouvez vous faire une idée de la vie à cette époque-là. Toutefois, les mouvements ouvriers ont commencé à ouvrir la porte à la modernité, même aux plus pauvres. Le gaz et l'électricité commençaient à être installés en ville, mais les campagnes continuaient à vivre comme par le passé. C'est dans ce contexte que l'automobile naît et fait ses premiers pas. Cher, peu pratique et très peu fiable, c'était un exploit de traverser le pays avec une automobile. Ravitaillement en carburant et autres routes en sable et pierre rendaient les voyages pénibles, lorsqu'il ne s'agissait tout simplement pas de réparer les mécaniques capricieuses sans aide de pièces détachées, voire même un toit pour s'abriter. Nos raids en voiture électrique d'aujourd'hui font bien pâle figure en comparaison du moindre trajet interurbain en ces temps-là. Pour développer l'automobile, les constructeurs et autres pétroliers ont donc trouvé des solutions. Pour la réparation, les constructeurs ont mis en place des services de mécaniciens mobiles, avec des camions ateliers, ou se sont reposés sur les maréchaux ferrants. Pour distribuer le carburant le temps de créer un réseau de stations-service, les compagnies pétrolières s'appuyèrent sur des magasins qui avaient déjà l'habitude des matières dangereuses, les pharmacies. Enfin, les routes ont peu à peu été améliorées pour recevoir ces machines fumantes et cahotantes qui étaient à l'époque le summum de la technologie. Faisons un petit saut dans le temps. Après la Seconde Guerre mondiale, le pays est à reconstruire et c'est le moment idéal pour intégrer les infrastructures automobiles au paysage français. Pour rentabiliser les investissements, les constructeurs commencent à démocratiser les voitures qui peu à peu gagnent toutes les couches de la population. C'est là que l'histoire fait place à l'économie. Je reviens un peu en arrière. En 1900, le marché automobile était globalement ce qu'on appelle un monde vide. Peu importe la qualité ou les performances des automobiles, elles se vendaient bien car elles intéressaient les riches qui voyaient en elles un moyen de gagner du temps et de réduire la pénibilité des voyages. Mais aussi parce que c'était nouveau et que ça faisait remarquer celui qui la possédait. Les garages et concessions fleurissaient et certains concessionnaires devinrent si riches qu'ils firent une bascule vers la fabrication des voitures. J'ai deux exemples à vous donner, Maurice Garage, qu'on connaît aujourd'hui sous ses initiales MG, et Matisse, marque strasbourgeoise disparue qui a eu son heure de gloire. Je vous invite à aller voir mon épisode sur cette marque dont le destin fut un temps lié à celui de Bugatti. À cette époque, c'est le premier boom de la voiture en France et les ventes progressent vite. Entre 1900 et 1939, le parc automobile français est passé de 0 à plus de 2 millions de voitures. Pourtant, dès la fin des années 1920, la croissance des ventes avait chuté en raison du prix des autos. Le marché des personnes ayant de gros moyens pour acheter ce produit de luxe était devenu un monde plein. Les constructeurs ont donc misé sur les renouvellements. La technologie évoluait rapidement et d'année en année, les voitures progressaient.
donnant envie d'en changer. Les voitures d'occasion apparurent et donnèrent accès à l'automobile à des catégories moins fortunées. On est pourtant loin encore du marché populaire. Si les concessionnaires voyaient ce business d'un bon œil, les constructeurs n'étaient pas très contents. En effet, les couches moins fortunées et a fortiori ouvrières étaient de nouveaux mondes vides à conquérir. Ils produisirent donc des autos dites populaires après la Seconde Guerre mondiale, au moment où les infrastructures étaient là. Peu à peu, le monde vide se remplit et à la fin du XXe siècle, avoir une voiture était commun. Et le marché mutait vers un nouveau monde plein. À ce moment, les coûts de production, les écosystèmes de vente ou de réparation étaient en place, mais ils étaient dimensionnés pour une croissance du marché, une forte croissance. Ils étaient également conçus pour répondre aux désavantages des moteurs thermiques, comme les réparations fréquentes et l'entretien qu'ils imposent. Les constructeurs se mirent alors à réfléchir aux moyens d'augmenter le taux de renouvellement pour entretenir artificiellement cette croissance. Ils firent donc en sorte que les voitures ne durent plus aussi longtemps qu'avant. En effet, si on avait construit une 406 avec les matériaux et procédés des années 90, mais avec le design technique d'une 504, elle aurait duré 50 ans sans aucun souci. Introduire par exemple les courroies de distribution permettait d'ajouter des coûts supplémentaires d'entretien tout en réduisant la durée de vie économique des voitures. Le client ne passait plus aussi souvent à l'atelier pour de l'entretien, mais les coûts globaux augmentaient au final. Les considérations de pollution et la fin des énergies à bas coût menacent aujourd'hui cette croissance, sur laquelle est basé tout l'écosystème automobile et la rentabilité des concessionnaires. Ceux-ci doivent tout optimiser pour gagner un tant soit peu d'argent actuellement. Les différents services doivent obligatoirement fonctionner de manière optimale si on ne veut pas que les coûts de fonctionnement ne noient les marges. Une concession pérenne doit donc avoir 3 services qui fonctionnent bien. La vente de véhicules neufs, l'atelier d'entretien et le service de vente des occasions. Voyons maintenant comment la voiture électrique impacte ce business model. Si les modèles actuellement en vente sont chers, ils génèrent de belles marges en général. Lorsque je travaillais chez Kia, il me fallait vendre 2 ou 3 voitures thermiques pour avoir la même commission que sur une électrique. En revanche, comme cette technologie est nouvelle, il n'y a que peu d'occasions et les entretiens sont quasiment inexistants. Certains constructeurs ont donc introduit des coûts d'entretien artificiellement élevés, qu'ils ont justifiés par l'allongement des garanties. En parallèle, les pièces détachées spécifiques à l'électrique ont vu leur prix artificiellement exploser pour qu'au moindre souci, la voiture soit mise au rebut, et donc remplacée. Par contre, ces artifices ont eu un effet pervers. De nouveaux constructeurs ont démontré que les besoins en entretien étaient effectivement faibles, et que des pièces à prix normaux permettaient de faire vivre une auto électrique bien plus longtemps que les thermiques. Ils ont adapté leur écosystème aux contraintes de l'électrique et non pas tenté d'adapter l'électrique au business model des concessions. Concessionnaires et constructeurs se retrouvent donc dans une impasse. L'équilibre du business model des voitures thermiques est mis en péril par les voitures électriques. Et cela explique grandement l'opposition des constructeurs et concessionnaires des marques historiques. Nombre de décideurs historiques n'ont pas été plus loin dans leur réflexion et freinent des 4 fers l'évolution technologique, soit en essayant de trouver un système encore plus complexe et juteux, comme l'hydrogène par exemple, soit se bercent d'illusions quant à la faisabilité à grande échelle de carburants alternatifs de synthèse qui permettraient de faire durer le moteur thermique et le business model qui y est attaché. Pourtant, ils ne sont pas les premiers à avoir tenté cela, et force est de constater que ça ne marche jamais. Kodak ou Nokia sont des exemples récents, mais l'histoire industrielle montre cela tout aussi bien au travers des industries textiles dans les Vosges ou la disparition quasi totale de l'écosystème du cheval en tant que moyen de transport. Alors quoi, on courbe les chines et on attend la mort? C'est malheureusement ce que feront beaucoup, mais il est toujours des esprits combatifs qui trouvent des solutions, afin de faire d'une situation de crise une opportunité. Voyons la situation et les perspectives d'avenir. Si la voiture électrique subit un ralentissement en ce moment, c'est qu'elle se heurte à un monde plein. Celui des gens qui ont les moyens et les conditions idéales pour acheter une voiture électrique. Les constructeurs travaillent sur des autos moins onéreuses, mais elles ne sont pas encore prêtes. L'écosystème de recharge se développe aussi et il est encore perfectible dans certains endroits. Le marché de l'occasion est aussi en crise en raison des valeurs de rachat élevées des LOA à loyer bas des dernières années. Il devient de plus en plus compliqué d'écouler ces voitures. Quant à l'entretien, il est aussi en crise en raison du faible taux de panne et de besoins réduits à la partie châssis des autos électriques. L'arrivée des voitures électriques à prix raisonnable avec des performances en accord avec les usages ouvriront une ère nouvelle de croissance, mais cela n'impactera pas les services d'entretien et d'occasion avant longtemps.
Typiquement, un nouveau modèle arrive en occasion 3 ans après sa commercialisation, et le régime de croisière des entretiens est du même ordre, mais avec des besoins et des chiffres d'affaires réduits pour l'atelier. Avec la voiture électrique, l'entretien devient le maillon faible de la rentabilité, et c'est lui qui risque de faire plonger les comptes d'un concessionnaire. Voyons maintenant quels sont les atouts de la voiture électrique qui pourraient être de bons leviers pour redresser la barre. La première chose importante est que, bien construite et bien utilisée, la voiture électrique est durable. Très durable. Là où la durée de vie moyenne d'une auto thermique en France est de 13 ans, celle des voitures électriques double allègrement ce chiffre. Attention, ce constat n'est pas seulement lié à l'état du véhicule, mais aussi à la nature même de l'énergie qu'il utilise. La dépollution d'un véhicule thermique dépend de son fonctionnement et des dispositifs installés dedans. Ainsi, une auto critère 5, même en excellent état, ne vaut plus grand-chose en raison des restrictions de circulation actuelles. Pour une auto électrique, c'est la production de l'électricité qui détermine le taux de pollution lié à son usage. Ainsi, une voiture électrique conduite en Pologne, qui fonctionnait en 2015 avec de l'électricité produite avec du charbon, se voit aujourd'hui plus vertueuse grâce à l'essor du solaire dans ce pays. Entre 2015 et 2023, la part du solaire est passée de rien à 7% du total, part qui double chaque année en moyenne. Les vieilles voitures électriques deviennent donc de plus en plus propres. Il n'y a donc aucune raison écologique de les stigmatiser. De la même manière, une auto électrique ne pourrait être recalée au contrôle technique en raison de sa pollution. Mais elle pourrait bien l'être pour d'autres motifs, comme les pneumatiques ou les freins. Retenez bien cela pour la suite, nous allons y revenir. Enfin, la voiture électrique est en phase de croissance et grignote aujourd'hui les carburants fossiles. Elle a devant elle un monde vide qui n'attend que des modèles au bon prix pour réaliser un appel d'air énorme dans les décennies à venir. Sa technologie évolue rapidement et les défauts des premières années disparaissent les uns après les autres. Bien, maintenant que nous avons les bases historiques et les pistes d'avenir, nous allons pouvoir réfléchir à un plan d'action. En premier lieu, le triangle véhicule neuf, atelier, véhicule d'occasion doit perdurer, mais il va sensiblement changer de forme. Les ventes vont prendre de l'ampleur, tandis que l'atelier va réduire sa part dans l'entreprise. Pour développer ces ventes, il faut plus d'offres pertinentes, et cela les réseaux de distribution l'ont bien compris. Les concessions multimarques sont une solution évidente, et celles qui resteront liées à une seule marque seront appelées à disparaître. Pour soutenir l'activité, les ventes dites sèches, c'est-à-dire au comptant, ne sont pas les plus intéressantes. Bonne nouvelle pour le concessionnaire, ces ventes sont de plus en plus rares. Le financement, et en particulier la location, sont bien plus intéressants, et ce n'est pas au détriment du client. Certains constructeurs avec qui j'ai travaillé accordaient des remises supplémentaires pour la location avec ou sans option d'achat. Ce qui fait que le client payait sa voiture moins cher en location qu'à l'achat, mais parce qu'il la renouvelait souvent. Quelque part, c'était un peu le bonus fidélité. Le coût mensuel des autos en est donc réduit et les valeurs de rachat élevées accentuent le phénomène. Il faut donc que les commerciaux en véhicules neufs deviennent des experts en financement avant même de bien connaître leurs produits. Attention toutefois, 95% des clients qui entrent dans une concession ont déjà consulté les sites internet des constructeurs. Ils savent ce qu'ils veulent avant de pousser la porte. Les commerciaux doivent donc connaître leurs produits pour ne pas passer pour des incompétents, afin que leur fonction première, à savoir expliquer comment bien utiliser les autos, faire comprendre les spécificités de l'électrique, mais surtout conseiller le client pour que le produit qu'il propose soit adapté à l'usage du client et soit le moins impactant possible sur son budget mensuel. Le commercial doit devenir un conseiller et non pas simplement un vendeur, comme le pense le client, le patron ou même le commercial lui-même. Forcer une vente n'a jamais été bon sur le long terme. Lorsqu'on vous force, ma foi, vous ne retournez plus voir ce commercial. Le commercial a également une autre facette qui est très importante. Il est l'un des acheteurs de l'entreprise. Lorsque le commercial véhicule neuf effectue une reprise, il fournit son collègue du service occasion, mais aussi l'atelier. Pour que cela fonctionne, il est donc important que notre commercial soit parfaitement formé à la reprise de véhicules et au financement. Dans une concession de petite taille, il faut donc un excellent commercial. Prendre un débutant mal payé est alors un très mauvais calcul. Pour les sites plus importants, découpler les fonctions est une autre solution. Un Genius accueille le client et le renseigne, un commercial occasion s'occupe de chiffrer la reprise, et le commercial vente finalise la vente avec le financement. Voilà un fonctionnement qui existe déjà. Vous voyez, on n'a rien inventé. Pour terminer avec le véhicule neuf, on a donc notre plan d'action. Diversifier les marques et surtout former massivement les commerciaux. Passons maintenant à l'occasion. Le marché des véhicules électriques est encore réduit et les autos sont encore assez chères.
Les vendre au comptant ou par un crédit est compliqué, mais on peut utiliser exactement le même fonctionnement que pour le véhicule neuf. Utiliser la location. Proposer une location en occasion est possible du moment que la chaîne de TVA n'est pas brisée. Ainsi, un retour de location ou une auto rachetée à une entreprise ayant récupéré la TVA est éligible à une nouvelle location. Et ça, malheureusement, il y a beaucoup de commerciaux d'occasion qui n'y pensent pas. Celui-ci devra donc lui aussi être formé de la même manière que le commercial véhicule neuf et avoir ce réflexe location. Il doit aussi être un expert en reprise de véhicules, mais ça, normalement, ça devrait être dans ses attributions de base. Avoir recours à la location réduit de nouveau le coût mensuel d'une auto chère au départ mais compétitive en location, même si c'est un véhicule d'occasion. On peut donc la revendre et le cycle peut ainsi continuer. Par contre, pour le concessionnaire, il y a un autre problème. À ce jour, il est compliqué de faire reposer un service occasion uniquement sur les retours de location ou les reprises. Pour se développer, il faut aussi faire des achats extérieurs. L'ajout d'un service achat peut être extrêmement lucratif, car il y a toujours des flottes d'entreprises ou des loueurs qui vendent leurs autos électriques à des tarifs intéressants. Sourcer ces autos à l'étranger est aussi possible parfois, et donc créer un service achat compétent dans l'import est une évidence si on veut perdurer. Un tel service permet également d'avoir accès à des marques qui ne passent pas par des services de concessionnaires, comme Tesla ou prochainement NIO en France. Il est aussi possible de sourcer en multimarque des autos neuves déjà immatriculées, comme le font les importateurs. Ainsi, vous développez votre service occasion, mais aussi les services de véhicules neufs en diversifiant vos marques et modèles, sans pour autant dépendre d'un ou plusieurs concessionnaires. Reste à voir ce qu'on fait avec l'atelier. Augmenter les ventes de voitures électriques diminue le trafic d'entretien ou de réparation. De plus, la voiture électrique demande de nouvelles compétences et des formations. Pourtant, on ne peut pas se passer non plus d'un tel service, puisque même fiable, une auto électrique n'est pas exempte de panne. Cette fois, ce ne sont pas les clients qui vont faire majoritairement appel à l'atelier, mais les autres services de l'entreprise. Avec une majorité de ventes en location et un service achat performant, le volume de voitures d'occasion passant par l'atelier va augmenter. Une auto vendue neuve pourra passer 3, 4 ou 5 fois plus en tant qu'occasion à l'atelier que pour des pannes ou des entretiens mandatés par le client. La préparation à la vente, les préparations de contrôle technique et autres opérations seront majoritaires dans l'atelier. Ainsi, on aura deux types de mécaniciens, l'ouvrier et le technicien expert. Avec une formation de base, un ouvrier peut contrôler une voiture en retour de location ou suite à un achat extérieur. Il peut établir une liste de choses à faire pour préparer les autos à la vente et peut même réaliser lui-même la majorité des actions. Prenons l'exemple des freins. Sur une voiture électrique, ce n'est pas l'usure qui pose problème, mais bien souvent le manque d'utilisation de ceux-ci. Grippage et autres encrassements sont plus fréquents que pour une voiture thermique, et un bon entretien permet de les faire durer, mais aussi de passer le contrôle technique sereinement. Je vous avais dit qu'on y reviendrait. D'un autre côté, les techniciens experts superviseront les opérations et effectueront les travaux spécifiques à l'électrique. Je vous invite à aller voir ma vidéo sur la formation que j'ai reçue chez Revolti Garage, que vous trouverez ici dans les fiches. Elle vous permettra de comprendre les différents niveaux de compétences pour entretenir une voiture électrique. L'atelier du futur devra donc être dimensionné en fonction des achats en occasion et non plus des voitures neuves vendues. Il doit impérativement disposer de personnel bien formé en fonction des tâches à accomplir. Voilà ce qui peut être à la base le concessionnaire du futur. Formation et adaptation sont les maîtres mots, et cela peut être fait progressivement en suivant le marché. Reste une dernière piste, qui n'est pas tout à fait du domaine de la vente ou de la réparation automobile. Nombre de concessionnaires ont des surfaces intéressantes à valoriser. Toiture et parking sont des emplacements de choix pour placer des installations photovoltaïques. Revendre le courant est une piste pour augmenter la rentabilité, mais il y a moyen de faire encore mieux. Imaginez une concession qui réserve une partie de son parking à la recharge rapide. Attention, je ne vous parle pas de la borne famélique placée à l'intérieur des grilles uniquement accessible aux heures d'ouverture qu'on voit actuellement. Non, mettez en place une vraie station de recharge avec plusieurs bornes rapides et un petit lieu de vie pour rendre la recharge agréable aux clients peut rapporter gros. Avec la production solaire et l'installation de distributeurs automatiques dans un lieu de vie, vous pouvez générer un chiffre d'affaires. Si vous placez ce lieu de telle manière que votre hall d'exposition soit visible, même s'il n'est pas forcément accessible, vous donnera la possibilité d'augmenter la visibilité de votre activité de vente. Mettre en place des bornes ou à minima des QR codes pour accéder à votre stock de voitures est quelque chose qui fonctionne généralement bien. Et cela ne peut qu'avoir un effet bénéfique sur vos affaires.
Du point de vue du client, venir chez un tel concessionnaire rassure, car il peut changer d'auto tous les 3 ou 4 ans sans pour autant se ruiner. Tout au long de sa location, il est accompagné par de vrais experts, et peut en plus recharger à des prix raisonnables dans un même lieu. Pourtant, il y a encore un écueil, la taille critique d'une telle concession. Les petits garages ou agents risquent de ne pas pouvoir mettre en œuvre un tel plan. Encore une fois, il faut faire preuve d'imagination. Un garage placé dans une zone commerciale n'aura pas forcément besoin de supporter toutes les charges. Il peut externaliser la gestion de la station de charge, tout comme de la ferme solaire. De plus, cet endroit peut être mutualisé avec d'autres commerces partenaires placés autour. Et ça, c'est qu'un seul petit exemple. Il y a tant de choses possibles que la limite n'est que l'imagination de celui qui veut créer. En conclusion, les concessionnaires qui vont survivre et prospéreront seront ceux qui feront preuve d'adaptabilité, mais aussi d'inventivité. Le plan que je vous ai présenté n'est qu'un squelette de base qui peut recevoir toutes les idées possibles. Ce qui tue les entreprises, ce n'est pas le marché, c'est leur propension à se complaire dans leur petit confort. Si on vous dit un jour qu'innover n'est pas nécessaire, car ça marche bien comme ça depuis longtemps, fuyez. Remettre en question les modèles qui ont fait leurs preuves dans le passé n'est pas facile et rarement bon marché. Mais c'est nécessaire, car le monde change, qu'on le veuille ou non. Conserver en fonctionnement grâce à des pirouettes une pompe à fric, bien qu'elle soit devenue obsolète, débouche toujours sur un effondrement. Et dans le monde automobile d'aujourd'hui, c'est d'autant plus vrai. En se concentrant sur l'essentiel et en supprimant les parasitages qui grèvent les coûts d'usage de nos voitures, on redonne un coup de pouce au marché. Le client en sort gagnant en réduisant ses charges mensuelles et le concessionnaire gagne aussi. Certains constructeurs font déjà la bascule en investissement dans la gestion et le business des voitures d'occasion. C'est par exemple le cas de Stellantis. Oui, je vous rassure, je vais dire quelque chose de positif sur Stellantis. Donc c'est le cas de Stellantis avec Aramis Auto. Et c'est également le cas de Renault, qui a muté une de ses usines de production en usine de reconditionnement de véhicules d'occasion. La conclusion de la conclusion, c'est que même si ce tableau est succinct et partiel, il ne tient qu'à chacun d'entre nous d'y mettre un coup de pinceau pour faire d'une crise une opportunité. Mais tout ça, c'est qu'une question de volonté. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien. Ciao.